On a fait la mer de Chine en 5 jours, on est arrivé à Singapour en 5 jours, le bateau a marché du tonnerre. On a refuelé, on a refait du fuel à Singapour avec police, armée haute, super gentil, on n'est pas allé à terre. Et puis après, comme on avait des réparations, on s'est dit qu'on allait en Thaïlande. Nous sommes allés en Thaïlande, où là l'accueil était tout à fait différent. On est allé à Phuket, où on a laissé mariner devant une marina pendant 8 jours. On a pris un coup de sang et on s'est dit qu'on partait au Sri Lanka. On est reparti donc au Sri Lanka, après avoir refait un peu de fuel et des courses. Et on est arrivé au Sri Lanka à Galle, qui est en dessous de Colombo, où une personne qui s'appelle Pierre, consul belge, a une grosse entreprise sur le bateau et nous a aidé à réparer le gouvernail qui était mort, à réparer le moteur, il y avait un joint de culasse, à réparer la tétière de mât, à réparer la trinquette. Et nous sommes restés 1 mois au Sri Lanka. Ensuite, nous sommes repartis du Sri Lanka pour aller, je dirais, à Djibouti, donc l'océan Indien, où là, qui était une traversée assez longue, avec pas de vent, et on a eu, au moment où il n'y avait pas de vent, une approche que je dirais attaque par des pêcheurs, par une barque de pêcheurs, ils étaient 7 dessus, donc j'avais répété, pour dire que s'ils n'étaient pas armés, je sortais mon flingue, voilà, qui est là, que mon fils m'avait offert pour la traversée avec des billes métalliques. Et quand je les ai vus arriver, Tito était à la barre et donc j'ai pointé les gars qui étaient sur le flotteur là avec leur barque, je leur ai dit vous approchez pas, ne vous approchez pas sinon je tire. Et donc ils ont été surpris parce qu'ils s'attendaient à voir des navigateurs tout simples, et là quand ils m'ont vu mon pistolet, et ils ont vu que j'étais déterminé, que je tirerais sur eux. Donc ils sont restés un quart d'heure, ils m'ont dit vous voulez pas de l'eau et tout, je leur ai dit non, ils sont partis, on les a pas revus. Puis ensuite on est parti jusqu'à Djibouti, on est arrivé à Djibouti, où là il a fallu à nouveau réparer, à nouveau un joint de culasse, bon bref, l'électronique haute, et on est reparti de Djibouti 15 jours après. Et là, 24 heures après le départ de Djibouti, où on a pris le début du détroit de la mer Rouge, une attaque le matin au large du Yémen, avec 3 bateaux, genre bateaux de pêche, avec dedans 4 à 7 personnes dedans, armées jusqu'aux dents, Kalachnikov, lance-tubes et tout. Et donc là, Tito était là, il barrait, Lionel était à l'intérieur avec la communication, et moi j'ai tout de suite sorti mon flingue, et je me suis levé en slip de bain, avec ma GoPro, mon pétard et un téléphone. Et je leur ai dit, voilà, je vous filme, et je vous tire dessus si vous m'emmerdez. Donc ils se sont dit, tiens, un type qui filme et qui a une arme, il n'a pas peur. J'ai même pas réfléchi. Il n'y avait pas forcément de courage, il y avait une réaction spontanée de ma part. Et donc je leur ai dit, attention, il y a des hélicoptères qui arrivent. Et j'ai entendu un gars qui a dit, attention, ils ont un AIS, et donc ils sont suivis, ils sont repérés. Donc il y avait un gars qui était monté juste derrière le bras, il lui a dit de remonter sur son bateau, ils se sont retirés pendant une demi-heure pour voir si les hélicoptères arrivaient. Bien évidemment, les hélicoptères ne sont pas arrivés puisque j'avais personne au bout du fil. Et donc ils sont revenus, sauf qu'entre-temps, j'avais dit à Tito, tu te relèves et tu me mets le bateau plein de balles, parce qu'on était au près. Donc on est revenu vers le rail des bateaux, on était à peu près à 6 nœuds, il est passé à 8 nœuds. À 8 nœuds, le bateau basculait, enfin gîtait, et donc le flotteur relevait, et donc ils ne pouvaient plus accoster avec leur bateau. Donc comme ils ne pouvaient plus accoster, ça les a mis en colère, et donc ils ont appelé un autre petit bateau qui avait une mitrailleuse à l'avant. Et avec la mitrailleuse, ils ont flingué le haut du mât, on voit encore l'impact. Ils voulaient nous faire chuter la voile. En fait, l'objectif, c'était de voler le bateau et l'équipage et de demander une rançon. Donc j'ai dit à ce moment-là à Tito, allez, on accélère. Donc après la deuxième attaque, troisième attaque, et donc là le bateau était à 12 nœuds pleine balle, et donc là on les a semés et on a eu très chaud. Et après, on a déclenché tout un processus avec le système Atalante, qui est un système européen pour surveiller le détroit de Suez, et, enfin, le canal de Suez et la mer Rouge. Et donc on a eu dans les heures qui ont suivi un hélicoptère de la force Atalante qui est resté 1h30 pour sécuriser, et puis la vedette italienne qui n'était pas très loin, qui a été exceptionnelle, qui est arrivée vers 21h, qui nous a pris en charge pour nous ramener jusqu'à Djibouti. On avait 180 000 à faire, c'est-à-dire quand même 250 km à faire. Donc ils nous ont, comme notre moteur à nouveau était en panne, on a passé notre temps à faire des joints de culasse. C'était des joints de culasse, hein, on n'a pas eu d'autres joints. Et donc on a été remorqués par leur bateau des forces spéciales, et nous ont ramenés jusqu'à l'entrée de Djibouti à 40 000, puisqu'après ce sont les gardes-côtes de Djibouti qui ont aussi été exceptionnels, qui nous ont embarqués. On a réparé tout ça, et bien évidemment j'avais peur de repartir, donc j'ai vu l'ambassade de France, l'ambassadeur super, toute l'équipe, le consul,
toute l'équipe française a été exceptionnelle pour nous aider. L'armée, puisqu'il y a beaucoup d'armées à Djibouti, on a été vraiment chouchouté par tout le monde et on a pu repartir avec évidemment une angoisse. La mer Rouge a été très difficile à naviguer parce que beaucoup de vent, beaucoup de mer, une étape très difficile. Heureusement, Bernard Stamm, ce grand navigateur français, même si c'est un breton suisse, a été exceptionnel, discret mais exceptionnel. Et grâce à lui, on est là aujourd'hui. Et vraiment, je le remercie et je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à ce challenge.